Salut, c'est Alice. Ça fait une semaine que je suis revenue des scènes, donc ça fait une semaine que je joue en gros. Bon, j'ai dû faire un peu autre chose malheureusement de la semaine quand même. Du coup, je voulais faire le retour de la semaine d'après scène, voilà, en gros. Donc des découvertes de jeux et aussi parler un peu de cette période qui est un petit peu spéciale. Donc globalement pour moi après SN il y a un côté que j'aime beaucoup qui est vraiment la frénésie de il y a plein de jeux qui sont sortis, on a envie de jouer à tout, on est sans arrêt frustré parce qu'on n'a pas pu jouer aux 15 jeux qu'on voulait jouer dans la journée. Il y a des jeux qu'on découvre en permanence, il y a des jeux qu'on veut rejouer vraiment, mais en même temps il y en a plein d'autres à jouer et on essaie de trouver les créneaux et tout ça c'est super cool. Voilà, moi j'adore, il y a un côté vraiment boulimique, il y en a qui supportent pas ça, moi c'est là que c'est mon gros kiff. Du coup, c'est aussi rigolo parce que c'est la période des erreurs de règles, notamment parce que on a lu plein de règles, on est fatigué, on les enchaîne, on est à un rythme où les jeux sont peut-être moins bien préparés qu'à d'autres périodes. Ça se corrige au fur et à mesure, ça se mélange beaucoup dans les groupes de joueurs. Alors là, je suis à Tours cette année, mais globalement, tout le monde a envie de jouer, donc c'est selon les disponibilités, donc c'est peut-être des groupes un petit peu moins fixes aussi. Puis derrière, moi, je vais refaire un week-end, donc mi-novembre, et je vais rejouer avec d'autres gens, et voilà. J'en profite pour dire que pour moi cette année c'est un petit peu différent parce que les années précédentes j'étais bon, même l'année dernière j'étais encore beaucoup à Paris. À Paris c'était beaucoup moi qui apportais les jeux. Là cette année c'est beaucoup moins le cas, c'est beaucoup plus réparti. Donc ça change aussi la vision des choses, mais on s'organise pour se faire des week-ends, des soirées, des journées, un peu tout. Voilà, donc ça c'est très très cool. Et puis j'en profite parce que je reprends le boulot demain. Et voilà, donc ça va réduire en rythme de jeu et de vidéo. Voilà. Mais donc c'est vraiment une période où il se passe vraiment plein de trucs. Je trouve que ça a un petit peu changé côté calendrier par rapport à d'autres périodes. Il y a plus de sorties au fur et à mesure de l'année, notamment avec les KS. Je trouve que cette année on a eu beaucoup de sorties, très bonnes sorties hors SN. Là, côté qualité de l'année, sur E7, moi je saurais pas trop dire encore parce que j'ai joué à assez peu de choses. Et comme sur le salon, on avait mis en avant surtout les jeux sur lesquels on hésitait. On commence à découvrir les grosses sorties là maintenant. Donc je m'éclate bien. Pour le moment, mon coup de cœur c'est Sabika, mais j'ai pas encore fait une. Enfin, j'ai fait une partie un peu en tâtonnant, disons, tout ça. Donc ça c'est très cool. Et aussi un constat là depuis ces dernières années qui me concerne moins moi mais plus global, qui est qu'en France le calendrier change un petit peu parce que y a de plus en plus de localisations, de plus en plus de gens qui sortent les sorties, donc côté jeux experts en France. Et du coup, là, les sorties sont étalées sur l'année, c'est pas exactement les mêmes calendriers. On rediscute notamment sur internet, sur des groupes Facebook que je suis, très sympas, genre les Ludis, ceux qui m'envoient, ça c'est vraiment très. Ils sont très cool. Donc avec 6 mois, un an d'écart sur des jeux qui sont vraiment traités comme de la nouveauté avec des vraies découvertes de la part de joueurs une fois sortis en France. Et donc ça change aussi les choses entre les KS, entre ça. Voilà. Du coup, c'est rigolo cette période de calendrier. Donc on reste dans la frénésie post-SN, surtout. Alors à titre personnel, ça fait 3 ans que je suis dans les jurys du Diamant d'Or, un peu plus que je suis dans le pré-jury, donc le jury de présélection des 8 jeux qui vont être dans la sélection finale. Et là, le but, c'est aussi de tester plein de choses pour ça, donc avant fin décembre. Là, on n'est pas encore vraiment dans le bouclage là-dessus, à s'appeler pour dire, oh, est-ce qu'il manque un truc qu'on a joué. Là, on a juste trop plein de trucs à découvrir, tous, à la fois d'un point de vue purement plaisir personnel, tout ça. De toute façon, on est sur des gros jeux. Voilà. Donc ça, c'est un peu pour un truc général sur SN et sur cette période qui est assez folle, où on enchaîne vraiment les jeux, où on lit des règles, on en a 3-4 en attente qu'on a lu, qu'on n'a pas encore joué, de la fatigue un peu cumulée du. Alors moi, j'ai rien glandé de la semaine, donc ça va, mais globalement du salon, de tout ça, où ça enchaîne beaucoup. Voilà, c'est tout pour cette longue introduction. Je vais un peu parler des jeux auxquels j'ai joué. Alors, tous les jeux dont je vais parler, c'est des jeux auxquels j'ai joué cette semaine, mais où j'ai pas analysé à fond, on n'était pas forcément les meilleurs configs, on avait envie d'essayer. Il y a un côté rush et soif d'aller toujours vers l'avant, vers le nouveau jeu, vers le truc. Donc, c'est vraiment des premières impressions, c'est pas des avis définitifs. Je peux m'être planté, je peux être passé à côté de trucs. Voilà, donc je préviens. Hop. Ok, donc mardi j'ai été jouer à l'assaut et j'ai joué à Hit. Donc lundi je revenais des scènes, c'était la voiture. J'ai fait un ou deux jeux solo après, mais ça compte pas. Donc Hit, c'est un peu une nouvelle mouture, disons, de Flamme Rouge avec des Formule 1 où on va faire des tours de circuit avec des vitesses qu'on va pouvoir passer qui vont nous permettre de jouer plus ou moins de cartes. Et on va pouvoir prendre des risques en prenant des hits, donc faire chauffer le moteur, qui après va un peu nous bloquer dans notre main pour aller faire des choses. Et si on passe des virages trop vite, ça va mal se passer. En gros, c'est ça l'idée.
Il y a un jeu de course, il y a différents modules qui apparemment enrichissent pas mal le jeu tactiquement. Là, on a joué 100, il y a des petits choix, mais ça reste assez tranquille. Le jeu dure 1 heure, je dirais, à peu près, on a joué à 5. Euh, j'ai pas trouvé ça ultra fou côté profondeur sans les modules, mais c'est rigolo. Et par contre, côté cinématique, ce qui se passe sur la course, c'est assez chouette. Il y a des petites tensions, on se tire la bourre, il y a des rattrapages qui sont assez jolis, voilà. Ça donne l'impression qu'il y a des rééquilibrages qui sont très forts et que donc, à moins de faire vraiment n'importe quoi ou de se vautrer en beauté, nous ça n'est pas arrivé dans la partie, euh, on va être très serré sur la fin. Mais il y a des belles remontées, des choses. Voilà. Ce qui se passe est pas mal chouette côté sensation de course, côté choix et côté ludique. J'attends de voir les modules. Je suis pas à mort le public. Hop. En fait, oui, même pour revenir dessus, je suis pas sûre que ce soit beaucoup plus profond. Sans module, encore une fois, on était un peu en train de lire les règles en même temps, tout ça. Par rapport à Flamme Rouge, je suis pas sûre que ce soit beaucoup plus profond dans la version de base. Et les règles sont un peu plus dures, ça c'est sûr. Il se passe plus de choses dans notre tour, il y a différentes étapes, mais les choix sont peut-être un peu moins tendus. Alors moi, je l'ai ressenti comme ça fait un petit moment que j'ai pas joué à Flamme Rouge. Je pense qu'il faut rajouter des modules pour que ça gagne vraiment sur différents éléments et ça m'a l'air plus simulationniste que vraiment stratégique. Je sais pas. Je peux me planter encore une fois. Voilà. Mais je m'attendais à du plus lourd et plus profond. C'est un petit peu plus lourd, ça s'adresse à un public un peu plus gamer, mais c'est surtout. euh, voilà, je sais pas. First Rat. Donc First Rat, c'est pas une nouveauté, dans le sens ça fait plusieurs mois qu'il est sorti en VO, en allemand. Mais je l'ai récupéré dans KSN parce que bah, j'en voulais un. On y a joué à 2 avec un ami qui découvre un peu les jeux, c'est très bien passé côté règles. Alors ça, c'était assez cool à découvrir. C'est un pote qui a un peu l'habitude des jeux, disons, traditionnels, qui découvre un peu les gros jeux avec moi, alors plutôt des petits jeux du coup, qui a un peu du mal assez souvent avec les règles parce qu'il n'a pas l'habitude de l'exercice. Et en fait là, c'est vachement bien passé parce que peut-être que ce côté parcours rappelle un peu plus des choses qui sont déjà connues. Enfin, j'ai été étonnée à quel point c'était facile à expliquer par rapport à d'autres jeux qui pour moi sont de complexité similaire, à quel point ça a été vite acquis. Donc voilà, je pense qu'en fait c'est un très très bon jeu d'initiation et que vraiment ce qui se passe dedans est vachement intéressant. Par contre, il s'est pris une tôle. 2 joueurs, c'est pas le nombre idéal, mais ça tourne. Voilà, j'en ai déjà parlé, j'ai une vidéo sur Fast Rat, je la mettrai peut-être en petit zigouigoui par là. Hop. On a fait un Beer and Bread à 2 avec pas le même joueur en face. Donc là, j'avais déjà rangé le jeu, donc j'ai pas une photo en cours de partie, mais on va avoir des cartes à triple usage. Donc soit récolte qui vont nous permettre de récupérer des ressources, soit recettes qui vont nous permettre de faire soit du pain, soit de la bière, soit une amélioration qu'on va mettre en dessous qui va nous libérer nos espaces de conception de bière et de pain. Quand on va récupérer des ressources, on va récupérer de champs communs qui vont nous faire un peu un stock limité d'un tour à l'autre. On va les stocker sur notre grange et si on n'a plus de quoi stocker, le surplus est offert à l'autre. Donc ça, il y a une petite interaction sympa là-dessus. Les cartes, on les draft avec l'autre joueur, il y a aussi un petit peu d'interaction là-dessus. Globalement, j'ai quand même trouvé ça assez similaire à pas mal de jeux qu'on connaît. On récolte des ressources, on essaye de faire les contrats pour avoir des points. Il y a une question de minimum entre la bière et le pain. C'était pas mal, ça tournait bien. J'ai pas retrouvé que ça révolutionnait le monde. Il y a des très bons retours. Donc, je sais pas, peut-être que je suis passée à côté, mais on était 2 à se regarder en fin de partie en se disant et c'est tout. Alors voilà, c'est pas mal, mais je comprends pas pourquoi celui-ci vraiment beaucoup plus qu'un autre, en gros. Hop. Woodcraft. Alors Woodcraft, j'ai été un peu déçue aussi, mais ça c'est parce que j'avais des très très gros espoirs parce qu'il y a plusieurs joueurs qui ont joué et qui ont dit que c'était vraiment topissime, etc. autour de moi, des joueurs à qui je fais confiance. Et j'ai trouvé ça très bien, mais dans des veines qu'on connaît déjà bien. Donc c'est un sushi, souris et Arnold. Arnold c'est son premier jeu. Il y a un système de roues un petit peu, disons, à la Praga, où on va sélectionner des actions dessus. Et vraiment avec différents bonus qui vont plus ou moins comboter, et ça s'est enrichi par rapport à Praga. On a joué qu'à 2 joueurs, c'est pas la bonne config par rapport à ça, parce qu'on choisit trop souvent les actions que nous on veut, et donc il se passe moins de choses, il y a moins d'actions qui progressent, c'est pas les actions qu'on veut à tout prix qui sont toujours mal placées, il y a moins ces sensations de jeu là, qu'à plus de joueurs, je pense. On a notre atelier devant nous, on va le développer en y mettant des assistants, plus de scie, plus de code, de stations de collage, de trucs comme ça, pour aller faire pousser du bois, pour en faire des planches, pour aller livrer des commandes. Tout marche très bien.
L'aspect qui, moi, m'attirait bien et qui effectivement marche bien, c'est le fait qu'on ait des commandes fixes, mais que nos ressources de base soient pas mal modulables. Donc on n'a que 3 ressources de dés de base, et par contre on peut pouvoir rajouter les choses, on aurait enlevé tout ça, c'est assez flexible de ce côté-là. Donc ça me plaît bien, les décomptes sont plutôt bien fichus, c'est très concentré en fait sur uniquement livrer ses commandes, hein, on fait rien d'autre dans le jeu. Et ça marche bien. Voilà, c'était chouette, c'était très agréable, il est très joli, moi je trouve, il y a des gens qui le trouvent très très moche, moi j'aime beaucoup l'ambiance. Voilà, voilà. Je trouve un peu attendu peut-être comme jeu. Il est très bien, il est bien huilé. À plus que 2, je pense que plus qu'à 2. Là, c'est dur de s'en rendre compte. Mais j'ai pas eu le waouh que j'espérais. C'est clairement un jeu auquel je veux rejouer. Il n'y a aucun doute là-dessus. Hop. Rise. Donc Rise, c'était ma 3e partie, puisque j'en ai fait 2 sur le salon et que là, j'y ai rejoué. Le but, c'était d'introduire donc des nouveaux joueurs, donc celui dont je parlais tout à l'heure, qui est un peu débutant, et un autre qui était très débutant aussi, un peu par hasard. Donc donc il y en a un qui a eu vraiment beaucoup plus de mal à acquérir. Comment ça enchaîner les actions, même la réalisation des règles, de bêtement on avance sur une track en fonction du symbole qui est marqué dessus, c'était pas si simple que ça, alors que le jeu est vraiment simple. Hein. Pour le coup, on choisit une action, ça nous dit sur quelle piste on avance sur ces pistes et on récupère les bonus des pistes qui nous font réavancer sur d'autres pistes. Il y en a qui nous font des revenus, il y en a qui nous font des sous, les sous nous permettent de nous baser sur les actions qu'on veut et on résout les événements qui sont avant nous. C'est très peu interactif, c'est un petit peu répétitif, c'est fluide. C'est pas désagréable à jouer, il manque quelque chose pour qu'il ait vraiment de l'ampleur, vraiment un truc qui fasse tilt. C'est dur de vraiment très mal jouer puisque toutes nos actions sont assez bornées, il y a plusieurs choix qui sont pas forcément strictement équivalents mais qui peuvent être bons. On peut se vautrer quand même un petit peu sur différents cas quand on va être un peu bloqué à certains endroits, bénéficier de certains trucs tactiques. Mais voilà, donc ça il est facile à sortir et moi il me fait pas kiffer beaucoup plus que ça mais pourquoi pas, ça... pas désagréable. J'ai testé Revive. Alors, Revive, ça a été une de mes premières belles découvertes. J'aime vraiment bien ce que ça fait. On est sur le plateau et on va se développer. Donc, on va avoir 3 grosses types d'actions qui vont être explorées. Aller poser une maison pour aller améliorer sur nos pistes ici des curseurs en fonction des terrains autour et aller mettre des petits bonhommes de population sur des lieux. C'est 3 grosses actions de développement, 3 grosses actions de points. Et pour ça, on va pouvoir jouer en plus des cartes pendant notre tour. Donc on joue 2 actions parmi ces 3-là, plus poser des cartes, en gros. Et les actions vont nous donner des ressources et vont comboter avec les développements qu'on aura mis en dessous. Il y a plein de petits combos à faire, c'est vraiment assez jouissif. Pendant notre tour, on fait de plus en plus de choses et on fait marcher un peu tout pour essayer d'avoir des gros bonus. Donc ça, il y a une combinatoire interne à son tour qui est super fun et où on a un peu rien à foutre de ce qui se passe pendant le tour des autres. Ça reste relativement rapide malgré ce côté vraiment combo jouissif, donc ça c'est cool. Et par contre, ce qui se passe sur le plateau, là on s'intéresse vraiment à ce que font les autres. Il y a plein de petites courses, il y a plein de bonus qu'on a envie d'avoir avant les autres. Des fois, on va aller rusher vers quelque part et on va voir qu'on peut se faire couper l'herbe sous le pied ou pas. Donc, il y avait un super emplacement où on voulait tous mettre des maisons doubles. Il y en a un qui a mis une maison simple avant dessus pour pouvoir le faire avant, pour pouvoir nous bloquer parce que nous, dans le timing, on ne pouvait pas le faire avant. Ce genre de phénomène, c'est vraiment très chouette. J'ai parlé un petit peu de l'interaction et en fait, pour moi, c'est très interactif sur le qu'est-ce qu'on fait et sur le comment on fait. Par contre, on s'en fiche complètement. Donc, comment la personne est en train de dérouler son tour, on ne regarde pas quand c'est pas nous. On est en train de planifier une autre et on s'en fiche un peu. Par contre, le qu'est-ce qui se passe sur le plateau, comment ça bouge, quel type d'orientation il prend, ça on s'y intéresse. Du coup, l'équilibre là-dessus est plutôt sympa quand même. Voilà, donc ça c'était assez cool. Ce qu'on y fait donc est vraiment très chouette. En fait, quand on va avancer sur ces pistes, grâce aux différents territoires, on va débloquer différentes machines qu'on va pouvoir activer avec des petits éclairs qui vont donner différents types de bonus, qui vont pouvoir rebonifier d'autres choses. On va pouvoir récupérer des artefacts. Donc les artefacts, ça va être ces choses-là sur le côté, c'est différentes actions assez puissantes où quand on est pas mal augmenté en points, on va pouvoir récupérer des artefacts. Les artefacts ont 3 couleurs et on a tous une carte secrète qui nous dit selon quels critères nos artefacts vont poser des points. Donc pareil là-dessus, quand on voit quelqu'un commencer à faire les roses et que nous les roses nous intéressent aussi, on va rusher ça. Et au final, comment il score lui, on le sait pas et on s'en fiche un peu précisément. Mais voilà, il se passe des choses, ça bouge, c'est assez cool. En théorie, sur le jeu, il y a une petite campagne en 5 épisodes qui raconte sa vie et qui rajoute des règles. En vrai, premier épisode, on rajoute pas de règles. Bon, normal, on découvre le jeu avec les règles de base. Deuxième épisode, on rajoute une règle qui a l'air vraiment un peu plus interactif, un peu plus sympa. Là, on n'a pas joué avec et je le regrette. C'est qu'en fait, on a une petite action. Attention, c'est du spoiler.
avec un petit switch ici qui de base nous permet de récupérer une ressource. Et à partir de la deuxième partie du jeu, elle peut nous permettre d'aller choisir une carte chez l'autre et de lui mettre en repos pour aller récupérer ce qu'il y a dessus. Parce que nos cartes vont donc avoir un cycle entre disponible, déjà utilisé, et en repos, donc utiliser le tour précédent. Et de temps en temps, on doit hiberner pour refaire cycler nos cartes et avoir des ressources et relibérer nos machines. Donc ça aide à cycler un peu les autres là-dessus et ça peut donner des choses un peu sympas pour encourager à regarder le plateau des autres. Je pense que c'est cool et qu'il faut jouer avec. Les autres épisodes, du coup, on a regardé, ça introduit des variations de setting, donc des tuiles territoires qui font un peu autre chose, d'autres phases de plateau à choisir, un draft initial de personnages pour pas toujours jouer pareil. En gros, pour moi, il y a les règles de base qui sont comprises dans l'épisode 2, avec ce petite règle en plus, et ensuite du setting avancé qui est en plusieurs étapes pour si on veut jouer en plusieurs étapes. Le côté campagne a un peu aucun sens, il n'y a aucun choix, il se passe rien de particulier, on n'a pas besoin d'être avec le même groupe, les règles que ça apporte pourraient parfaitement être dans le livret de règles de base. Bon voilà, j'ai pas encore joué avec, je vais peut-être y rejouer très bientôt. Et moi ça m'agace un peu, il y a un côté vraiment bien pensant, politiquement correct dans les règles, où on nous parle d'écologie, de dégel, de mode post-apocalyptique et de on va vivre dans la paix et la sérénité de manière symbiotique. Ça n'a aucun sens par rapport au jeu. En fait, vraiment, ce qu'on y fait, c'est un jeu de développement qui pourrait avoir n'importe quel thème. Là, ça met l'accent sur des trucs de manière en plus pseudo-philosophico-littéraire qui a pas vraiment de sens par rapport au jeu. Enfin, le thème écologique, on le ressent absolument pas. Quand on joue, il n'y a rien qui y fait penser, il n'y a rien qui dit de modérer son développement pour éviter des catastrophes ou des choses comme ça. C'est juste complètement plaqué pour faire bien. Quand on va mettre plus de population, ça va nous débloquer des technos qui vont nous permettre de faire des trucs plus efficacement. Quand on va faire des terrains autour à exploiter, ça va nous permettre d'améliorer sur ces pistes qui nous donnent de plus en plus de machines à activer. Et quand on va explorer des zones vides, ça va nous mettre de plus en plus de citoyens qui vont nous donner des cartes modificateurs qui vont nous produire de plus en plus de ressources. Donc je vois absolument pas ce qui dans cette mécanique évoque un thème écologique, développement durable et responsable en coopération entre les peuples. Bon. Ça me semble un petit peu bizarre et un peu gênant en fait de coller un thème comme ça qui, pour dire nous on est des gens bien sur un truc qui a aucun rapport et où on est quand même en train de faire un moteur de développement totalement exponentiel. Bon, voilà, mais ça donne bonne conscience parce qu'on a dit qu'on était les gentils. Ça... Voilà. Je trouve ça un petit peu agaçant. Le côté histoire qui se déroule au bout de 5 épisodes, il y a peut-être des gens... Alors moi d'habitude je suis assez bon public là-dessus, hein. J'aime bien ce que fait Pfister par exemple sur ses jeux sur Maracaibo. Même le fil rouge je trouve ça assez cool, là ça m'a vraiment pas donné envie. Et c'est des gros blocs de texte en début de scénario qui servent à rien et qui n'ont pas de lien au jeu. Voilà, moi je sais pas, c'est pas ce que j'aime. Après j'ai vu des Américains assez enthousiastes là-dessus, donc voilà, ça doit être un autre style. Hop. J'ai été jeudi jouer en association à la Maison des Jeux de Touraine, donc il y a une autre asso de Tours, pas celle dont je suis la plus habituée. Et du coup, j'ai découvert un peu d'autres joueurs et d'autres jeux, donc ça c'était assez cool. Et notamment, j'ai découvert donc, des jeux qui ne sont pas sortis des scènes, des jeux d'un peu avant. Donc notamment QE, que moi j'avais envie d'essayer depuis un bon moment, qui est un jeu d'enchères, dont le principe est assez fun parce qu'en fait, on va créer le marché et il n'y a aucune valeur de base pour quelque chose. Ça pourrait être 3 comme 20 000. C'est nous qui fixons un peu l'échelle de prix. Voilà, après, une fois qu'on a fixé un peu l'échelle de prix, ça reste dans les mêmes prix. Le principe est vraiment assez rigolo. On va récupérer des tuiles comme ça, sur lesquelles il est marqué des points de victoire, et qui vont apparaître dans différentes catégories, qui vont potentiellement nous faire des points selon comment ça combatte entre eux. Et il y a un premier joueur qui fixe un prix. Par exemple, ça, moi, je pense que ça vaut 150. Et ensuite, chacun, derrière son chèque, va écrire combien il veut mettre pour ce truc-là, face cachée. Celui qui a lancé l'enchère regarde et donne la tuile au plus offrant, et lui, il sait combien il a mis, et pas les autres. On peut dépenser autant qu'on veut dans le jeu, il n'y a aucune limite. Le seul truc, c'est que celui qui aura dépensé le plus sera éliminé et ne fera pas de points. Et parmi les autres, c'est celui qui fera le plus de points de victoire, donc de collection parmi ces choses-là. Il y a un bonus pour celui qui a dépensé le moins. Donc c'est un peu bizarre, ça marche assez bien et c'est vraiment cool. Ça fait longtemps que j'en entendais parler, je suis contente d'avoir fait une. Il y a eu un petit couac parce qu'il y a un joueur qui a dû quitter la table en cours de partie. Du coup, finir à 3, c'était un peu moins bien. Et surtout, je pense qu'on a joué à 4, mais que ça doit être vraiment mieux à 5. Enfin voilà, je pense que c'est vraiment un jeu 4-5 joueurs et que la config optimale doit être 5 pour qu'il se passe plus de choses autour de la table, qu'on ait un peu aucune idée de qui est dépensé combien. Et qu'il y a une course au point pour pas rester derrière en point tout en évitant de dépenser trop. J'ai bien aimé, vraiment c'était cool. Hop. On a joué ensuite, toujours dans la même soirée, à la version Roll and Write du Raja du Gange.
je crois que ça s'appelle comme ça en français, donc Dice Charmer. De la combo, il y a un pool de dés qui est lancé, le premier joueur choisit un dé et va immobiliser celui de même couleur, donc il y a 3 grandes catégories, dessiner des chemins, récupérer des personnages et avancer sur la flotte. Et ensuite, chacun dans l'ordre du tour, on va en choisir un et on va dessiner quelque chose sur notre carte. Et c'est vraiment un jeu de combo. Donc quand on va débloquer des bonus, ça va nous débloquer des bonus qui vont nous permettre de faire d'autres bonus, qui vont nous permettre de faire d'autres actions. De manière le plus optimale possible pour réussir à faire croiser ces deux chemins en premier. J'ai vraiment trouvé ça très sympa, ça marche très bien, j'en avais entendu beaucoup de bien, je confirme. Voilà, c'est du pur roll and write qui marche très bien dans son style. J'ai refait une partie de Deal with the Devil, donc c'était plus ou moins ma troisième. J'ai fait une demi-partie sur le salon dans mode démo. J'en ai fait une partie un soir en gîte, et là on faisait une partie à 4 où les 3 autres c'était une initiation, ils n'avaient pas encore joué. C'est vraiment bizarre comme jeu, donc on est 4 dirigeants de royaume, on veut faire des bâtiments pour faire des points de victoire, mais parmi les 4 dirigeants de royaume, il y a un diable, un cultiste et 2 humains qui vont avoir pas le même type de ressources, et le diable essaye en plus de collecter les âmes des autres. Pour ça, au début de chaque tour, il va y avoir une phase d'échange. Donc cette phase d'échange, elle est vraiment assez maligne parce que les rôles sont cachés, personne ne sait ce qui se passe, et on va tous faire une offre. Donc on a un petit coffre devant nous qu'on va ouvrir et dans lequel on va mettre qu'est-ce qu'on offre pour combien d'argent. Par exemple, j'offre 3 bois pour 4 sous. En général, on n'a pas 3 bois, mais bon, peu importe. On ferme le coffre, on mélange tous les coffres, et il y a une petite appli qui sert juste à répartir pour que quelqu'un voit notre offre. Donc je reçois l'offre de quelqu'un, je sais pas qui, et je vois que par exemple, il me propose de me donner une statue, une pierre et 3 sous pour un bout de mon âme. Je peux accepter ou pas. S'il me demande un bout de mon âme, c'est soit le diable, soit le cultiste. Et si j'accepte, je prends et je mets ce qu'on me demande à la place. Si je refuse, je referme et on refait un tour. Donc chaque offre va être vue par 2 joueurs. Donc on a un peu plus de chances que ce soit accepté. On peut en plus indiquer des demandes. Moi ce tour-ci j'ai beaucoup besoin de blé, donc si on pouvait me donner du blé c'est cool. Et ça fait un peu le sel du jeu. On essaye de deviner un peu ce qui se passe, on essaye de cramer les gens qui se développent trop vite. Il se passe des choses, donc il y a vraiment un vrai jeu de gestion autour, avec une piste de réputation auprès de l'église qui va nous permettre d'avoir soit des ailes d'ange, soit des ailes de démons. Les ailes de démons font venir plus d'inquisiteurs chez nous, les ailes d'ange nous permettent d'avoir des indulgences, et 2 fois dans la partie, l'inquisition frappe, et là en fonction du nombre d'inquisiteurs qui nous surveillent, donc il y en a 1 à 6 globaux pour tout le monde, plus éventuellement des chez nous si on s'est beaucoup pris une mauvaise réputation avec l'église. Et donc là on doit se défendre contre l'Inquisition en montrant qu'on a assez de bout d'âme. Donc on n'a pas trop vendu notre âme au diable, ou si on est le diable, qu'on a réussi à en récupérer assez pour avoir l'air innocent. C'est vraiment assez fun ce qui se passe après. Moi je trouve que le rythme de jeu est quand même très très haché par les phases de jeu qui sont pas si simples que ça à gérer. Les premières parties c'est un petit peu laborieux pour pas faire de bêtises, pour éviter que quelqu'un se révèle pour des questions en dehors du jeu. Bref, plusieurs éléments qui font que pour moi il manque un petit peu d'un truc en fluidité qui m'absorbe totalement dans ce que je suis en train de faire. J'aime bien ce que j'y fais, mais je me sens pas absorbée par le jeu. On pourrait un petit peu tracer avec qui a dépensé quoi pour quel bâtiment, c'est trop chiant. Quand on programme nos actions, en vrai on les résout, on a juste une estimation en fonction de lui, il a dépensé beaucoup, mais oh ok, lui s'il a dépensé avec 3 statues, alors lui il a produit combien de statues qui seront produisées, est-ce que ça vient des échanges, est-ce que ça vient des trucs. Je trouve ça trop dur à gérer, et c'est pas absolument nécessaire pour profiter du jeu. Voilà. Les 3 autres ont beaucoup aimé autour de la table. Moi je suis un peu plus en demi-teinte par rapport encore une fois à un espoir très très haut. Donc c'est bien, mais c'est pas le jeu où je me dis oh, ça c'est le jeu que je suis tellement heureuse d'avoir découvert et qui a changé ma vie. J'ai fait un Evergreen. Donc Evergreen c'est un petit jeu, donc format moyen, disons familial, où on va faire pousser des arbres sur un plateau en récupérant des cartes. C'est assez malin, ça marche bien. Moi je pensais que ça allait être plus lourd que ça, mais c'est vraiment assez léger à jouer. On récupère une carte qui a une couleur et un type de pouvoir. On va pouvoir faire une action parmi 4, donc soit rajouter des pouces, soit faire pousser des pouces en arbre moyen 2 fois, soit enfin, faire évoluer les arbres 2 fois, soit faire un peu un mix de tout ça, mais pour moins d'actions, sur la région concernée. Puis en fonction de l'action qu'on a prise, on va pouvoir donc soit rajouter des pouces, soit faire pousser des arbres, etc. Mais là partout dans le monde. Avec un système de plus on choisit la même action, mieux ça devient. Ça marche bien, c'est assez plaisant, c'est très rapide, très fluide. Les décomptes de points, donc derrière il y a un décompte de points en fonction de là où est le soleil, de notre plus grande forêt, de ce qui se passe, c'est plaisant en petit jeu comme ça de placement, de... Voilà. J'en espérais pas grand chose et ça remplit très bien le contrat, plus que ce que je pensais. Voilà, je m'attendais à ce que ce soit moins fluide, un peu plus calculatoire que ce que ça n'est, et là c'est le bon niveau.
pour que ça puisse être agréable à sortir de temps en temps. Moi, ça reste pas à mort mon style de jeu, ces trucs-là. Voilà, voilà. D'ailleurs, j'ai joué à Sabika. Alors, Sabika, ça a été mon gros coup de cœur. Donc, ça a été un peu laborieux parce que j'avais pas relu les règles juste avant. On était 3 joueurs à découvrir. Et j'ai trouvé ça vraiment très bien. Je me suis pris une tôle monumentale. Donc, globalement, il va y avoir un système de roues, donc un petit peu à la Gertz, où on va avoir des personnages qui vont avancer d'une ou deux cases, effectuer l'action de la case sur laquelle ils arrivent, potentiellement l'action secondaire qui est en face, entre plusieurs roues, qui va avoir une petite compétition là-dessus pour récupérer des ressources. Et si on atterrit sur une case où il y a des gens, on doit payer ces gens un sou aux autres joueurs. À 3 joueurs, il y a un neutre qui est vraiment light, hein, c'est juste une pièce de plus pour s'arrêter sur certaines actions. Et ensuite, il y a la question de stockage, de finances, de plein de trucs qui sont ultra serrés. Il y a une triple roue, donc on a chacun 4 bonhommes, 2 bonhommes qui se déplacent sur la roue extérieure, un bonhomme qui se déplace sur la roue intermédiaire, un bonhomme sur la roue intérieure. Chacune des roues a des spécialités, donc la roue extérieure, ça va être construire du stockage et des bâtiments majeurs et mineurs, s'ils appellent ça comme ça, bon, des trucs qui donnent des bonus un peu immédiats de ressources, plus ou moins. La roue intermédiaire, elle va se concentrer sur l'exportation dans des villes là-bas, donc là il va y avoir une course pour être un peu premier quelque part, pour avoir des petits sauts, qui vont nous donner aussi des bonus et qui vont pouvoir, plus tard pouvoir être consolidés pour des revenus ou des gros bonus. Voilà. Et la phase en bas de poème qui va nous permettre de récupérer ces cartes-là, qui vont avoir des effets soit immédiats, soit permanents, soit des points de victoire de fin de partie, qui vont coûter assez cher, mais qui peuvent vraiment donner des boosts plus tard, et que plus on en a, plus on va pouvoir se financer grâce à ça, qui vont pouvoir comboter avec les actions qui se passent ailleurs. Donc moi j'avais peur que ces 3 roues soient très disjointes, parce qu'on a 2 types de ressources, donc les matériaux de construction et les ressources à l'export, qui ne fonctionnent pas du tout pareil. Et du coup, ça donne un peu l'impression de oui, bon, peut-être on va être obligé de jouer un petit peu de sélection là, un petit peu de sélection là, un petit peu de sélection là, mais en vrai, tout est mis ensemble et il n'y a pas trop de raison. En jouant, c'est pas du tout ça. Il y a vraiment une grosse partie combo sur comment faire l'un et l'autre, faire des actions qui vont nous servir dans un cas, dans tout ça. Tout est tendu sur le stockage, l'argent, les actions, le timing, parce qu'on attend que l'autre y parte, peut-être, ou qu'on veut lui piquer quelque chose. Du coup, moi j'ai trouvé que c'était beaucoup plus lié que ce dont j'avais peur. Et j'ai trouvé ça très chouette. Il y a une vraie amplitude pour moi sur les choix. J'étais ultra frustrée parce que je manquais de tout. Alors peut-être parce que j'ai mal joué aussi. Mais ça, j'attends impatiemment d'en refaire une. Mais pour le moment, ça me plaît vraiment bien. C'est par l'auteur de Bitoku, de l'an dernier. Voilà. Et tout comme Bitoku, c'est pas ultra épuré. Il y en a un peu dans tous les sens. Il y a pas mal d'actions, il y a pas mal de ressources. Quand on paye des ressources pour les bâtiments, un truc assez appréciable, c'est que par exemple, il faut payer 3 pour les bâtiments et pour les poèmes. 3 ressources différentes, mais on s'en fiche desquelles. Pour les bâtiments, il y a une ressource obligatoire, pour les autres, c'est totalement libre. Ce qui fait qu'on est très peu contraint par la combinatoire de quel type de ressources on a récolté à quel moment, etc. Par contre, plus on a des ressources rares, plus on gagne de points. Donc ça, c'est vraiment assez agréable pour ceux qui en ont marre des jeux de contrat comme moi. Hop. Voilà. Hier, j'ai essayé les tours ambulantes. Donc c'est un tout petit jeu limite enfant. On a joué entre adultes, et entre adultes, il y en a plein qui ont bien aimé. Moi, ça, oui, c'est plaisant, il se passe des trucs, ça fonctionne, et c'est assez fun, c'est assez rapide. On a des cartes en main, hop, qui vont nous permettre de déplacer soit des tours, soit des bonhommes. Des fois, on a le choix entre les deux, d'un certain nombre de cases. On prend soit un de ces bonhommes, soit une tour, et on le déplace d'un certain nombre de cases, donc dans le sens aiguille d'une montre. On peut comme ça découvrir des bonhommes ou recouvrir des bonhommes en prenant des demi-tours ou des quarts de tour, enfin ça dépend de combien on en a pilé. Et le but c'est d'être le premier à avoir jeté tous nos petits bonhommes dans la tour noire, sachant que chaque fois qu'on s'est enfermé on retourne une potion, et qu'il faut aussi avoir eu ces 4 potions retournées quand on joue à 5, donc c'est fait enfermer 5 fois. Voilà, et les petits pouvoirs qu'on peut utiliser en plus pour nos potions, c'est très très léger, c'est très très rapide, ça fonctionne avec un petit côté haha, je t'ai bien eu, et oulala, non, tu vas pouvoir me bloquer ou pas. Hop, j'ai fait un combination, un petit peu jeu de pose de tuiles. On va essayer de faire des territoires les plus grands possibles. On va se déplacer un peu à la patchwork, donc on a des flèches comme ça, on choisit une des 3 tuiles devant nous. Hop, dans le sens horaire. On la place là où on peut la placer à côté d'un plateau, on essaye de faire des grands territoires de même type, et de temps en temps il y a des trucs blancs comme ça qui vont être des bonificateurs sur l'un ou l'autre des critères. Donc après sur les décomptes on va compter chacun de nos territoires, plus on en a, plus c'est grand d'une même zone, plus c'est bien, mais s'il y a une couleur qu'on a beaucoup moins que les autres, on va faire moins de points bonus, des choses comme ça. Ça marche assez bien, c'est vraiment fluide, c'est plutôt malin, c'est moins prise de tête que ce que je pensais, tout en étant quand même assez agréable, ça recharge différents types de tuiles. Une fois dans la partie, on peut choisir de changer de sens et de commencer à tourner dans l'autre sens, mais dans ce cas, après, on rechangera plus, ce qui permet de se dire « Ah bah l'opportunité, je la prends ». C'est rapide même à 5, ça j'ai trouvé que les tours de jeu allaient très vite, j'étais agréablement surprise là-dessus.
Donc voilà, c'était très plaisant. Il est bien dans sa catégorie. Pareil, ça donne pas l'impression d'un type de jeu complètement jamais vu, mais c'est cool. C'est du Cornet Van Borsel, c'est pas aussi bien que ses meilleurs jeux. Voilà. Euh, Terracotta Army, donc ça fait partie des deux jeux là qui ont bien buzzé de chez Board and Dice. Donc Terracotta Army et Tiletum. Tiletum, moi j'avais essayé sur le salon, j'avais vraiment bien aimé. Terracotta Army, ça va être avec un système de roues et un système de statues. Donc le thème, c'est qu'on essaye de construire l'armée de terre cuite. Pour ça, on va avoir de la terre cuite et on va construire des statues dans une grille. Donc la manière de faire les points, ça va vraiment dépendre de notre disposition des armées dans cette grille. Alors là, ça se voit mal, mais ils ont tous des socles à d'autres couleurs qui indiquent qui possède quoi. Ça devient un peu le bordel au bout d'un moment pour le lire, mais voilà. Les statues, elles ont 4 couleurs différentes qui peuvent donner différents bonus. On peut avoir des espèces de pions neutres qu'on va acheter aussi pour bonifier certains pions, enfin, ce qui se passe des choses sur le plateau. Et donc la sélection d'actions se fait par une triple roue qui est assez chouette. À notre tour, on prend un meeple, on le place face à un quartier libre et on va effectuer toutes les actions du milieu vers l'extérieur. Donc l'action du milieu, en général, concerne récupérer de l'argile ou humidifier de l'argile, parce qu'on peut travailler qu'avec de l'argile humide. Ou alors en dépenser pour créer des statues à notre couleur qu'on va mettre au milieu. L'action intermédiaire, elle concerne beaucoup ces marchés-là où on va pouvoir avoir des liens avec certains maîtres qui vont nous donner des bonus. Donc la première fois qu'on s'y installe, ça nous coûte assez cher en thunes, mais ensuite ça nous rapporte son bonus à chaque fois qu'on va dessus et un revenu par tour. Et l'action extérieure, il concerne ces espèces de personnages neutres qu'on va essayer de mettre, ou les armes qu'on va récupérer. Donc les armes, ça permet soit de placer ces personnages neutres, soit d'avoir des bonus quand on place les personnages à notre couleur. Là, on a chacun un quartier, mais en fait, il y a une des actions possibles qui va être de former des bonhommes. Elle est là. Pour avoir des bonhommes plus gros qui peuvent se mettre sur le même emplacement qu'un petit bonhomme pour être un peu moins bloqué. Donc il se passe des choses sur cette roue. De base, elle tourne à chaque tour et on peut payer dessous pour la faire un petit peu basculer pour aller un peu twitcher les actions sur lesquelles on a accès pour aller essayer d'avoir pile ce qui nous arrange quand ça nous arrange. Quand on tourne la roue, ça va aussi donner des opportunités aux suivants. On regarde en général assez peu ce qu'on laisse aux autres là-dessus, sauf éventuellement en fin de tour si on se demande si quelqu'un va pouvoir refaire une statue après nous. Voilà, on joue en 5 manches. À la fin de chaque manche, il y a un décompte selon un critère qui est tiré au hasard ici pour chacune des 5 manches. La disposition ici, un des types de bonhommes qui fait des points à chaque tour. En fin de partie, on fait des points pour les groupes et pour d'autres types de critères. Là-dessus, c'est beaucoup des questions de majorité sur la grille. Et donc ça, c'est super interactif sur qu'est-ce qui va être décompté quand, quoi. On peut se faire un peu des crasses, il y a une vraie compétition et ça, c'est bien cool. J'ai bien aimé la config à 4 joueurs. Voilà, moi j'ai vraiment beaucoup aimé, les autres à la table ont beaucoup moins aimé. Il y a un côté un peu comptable, dans le fait d'être capable de comprendre comment ça va rapporter des points, quelles sont les alternatives, quand quelque chose change, à quel point ça change les points qu'on fait. Faut pas détester compter un peu les points et réussir à visualiser assez vite ce qu'on gagne et ce qu'on perd dans l'un ou l'autre des cas. Ce qui est plus ou moins facile pour certains et qui peut un peu diluer le côté vrai choix et vraie réflexion si on s'y perd un peu ou que ça nous lourde. Parce que ça peut être juste chiant aussi, en dehors d'y arriver ou pas. Moi, j'ai trouvé ça quand même assez fluide là-dessus. J'ai beaucoup aimé. Il y en a mon groupe qui avait vraiment adoré quand ils ont testé. Là, ceux à la table ont vraiment pas aimé. Du coup, c'est toujours un peu particulier quand on joue à une table où les 3 autres détestent. Ça a une ambiance un peu particulière. Mais moi, j'ai très envie d'y revenir quand même. Voilà. Ce sera pas mon méga coup de cœur, je pense, mais j'ai vraiment bien aimé. On a fait un tout petit Exhibition 20th Century, donc c'est un jeu de collection de cartes où on va en récupérer au milieu. On va devoir les classer par ordre croissant, donc chaque tour on est sur un emplacement, on récupère une carte sur la colonne en face, ça dit sur quel emplacement on ira ensuite, donc quelle carte on va pouvoir récupérer plus tard. J'y avais joué sur le salon à Essen. Quand on récupère une carte, on va la placer sur une de nos expositions chez nous qui doivent tous être par ordre croissant et sur des continents différents. On a quelques petits buffers potentiellement pour essayer de faire autre chose. Et il y a des décomptes de points sur plein de critères. Avoir plein d'un même continent, avoir réussi à avoir des années qui suivent, avoir des trucs d'autres décennies favorites, etc. Qui sont assez chouettes. Ça marche bien dans le format assez rapide. Voilà. Je suis collée aussi. Et enfin, dernier jeu que j'ai joué donc hier soir, du Lacrimosa. Donc Lacrimosa, là c'était aussi particulier parce qu'on a joué qu'à 2 joueurs et je pense que c'est pas la bonne config pour qu'il se passe des choses sur le Requiem et sur la carte. Et le joueur en face avait très envie de jouer, mais en vrai il s'endormait, donc j'ai un peu joué limite en solo. Donc il y a un côté hand building où on va avoir 9 cartes en permanence dans notre deck en tout, et à chaque tour on va en jouer 2, une qu'on va activer ce tour-ci pour faire son action, l'autre qu'on va mettre en revenu pour le coup d'après. Je m'attendais à un côté un peu programmation sur les revenus le coup d'après, et oui, il y en a un petit peu, mais c'est très marginal parce qu'en fait chaque carte donne un peu le même revenu que ce que ça donne comme action.
Donc soit on alterne d'un tout sur l'autre, soit on va améliorer nos cartes. Et ça, quand on améliore nos cartes, ça change nos revenus et ça joue un petit peu. Mais ces revenus, c'est plus une carte qu'on va défausser que vraiment qu'on va choisir pour le revenu. On va faire une des 6 actions du jeu. Donc il y a 2 actions qui concernent le fait d'acheter des opus comme ça, les commander à Mozart, ce qui va nous rapporter des points tout de suite quand on les achète et nous permettre plus tard de faire l'action représentation ou vente qui va nous rapporter soit des finances, soit des sous en utilisant ces cartes-là. On va avoir une carte de déplacement sur le plateau. Donc à chaque fois, ça dépend des points d'action de la catégorie correspondante. Donc les opus et les représentations, c'est des points Mozart. Le déplacement sur le plateau qui vont nous permettre de récupérer des tuiles, qui vont nous permettre d'avoir d'autres bonus, de se réactiver avec tel et tel truc, ça va être des points de déplacement. Et l'action Requiem, ça va être de participer donc à l'achèvement du... Enfin, de commissionner un des 2 compositeurs pour participer à l'achèvement du Requiem de Mozart. Quand on récupère une tuile compositeur, ça va nous donner un bonus, donc soit immédiat, soit permanent, qui va venir sur le côté ici de notre plateau, en mettant une note pour remplacer l'instrument à la place. Et il va y avoir une question de majorité entre les 2 compositeurs, et en fonction de ce qu'on aura contribué, on aura des points à la fin de la partie. Ça, à 2, ça tombe un peu à l'eau. Point de vue des luttes qu'il peut y avoir là-dessus. Mais c'est quand même bien sympa ce qui se passe, ça donne des incitations à faire l'un ou l'autre des choses. Pareil sur comment est-ce qu'on combatte, dans quel ordre, c'est assez cool. Quand on place quelque part, on a un bonus plus l'emplacement qui est pris en fonction des places qui restent, de ce qui reste à l'autre. Je pense que ça peut être assez chouette. Encore une fois, à 2 joueurs, j'ai trouvé qu'il manquait quelque chose, côté tension. Et donc la dernière action, c'est améliorer son deck, donc c'est l'action bougie. Ça va permettre de remplacer la carte qu'on avait mis en revenu par une autre qu'on va acheter sur la rivière centrale, qui va petit à petit nous orienter vers faire plus d'actions, parce que donc les nouvelles cartes sont plus d'une action, et des nouveaux revenus tout de suite. Donc voilà, après il y a un petit bonus à chaque tour, s'il y a une action favorite du tour qui va nous rapporter quelque chose, si on l'a faite une ou plusieurs fois, on peut échanger un peu des... Donc ici c'est nos pistes de points d'action, mais on va pouvoir récupérer des compteurs de points d'action sur le côté, là, des ronds, qui vont pouvoir être utilisés à tout moment, on va avoir des questions de revenus. C'est assez sympa, ça tourne bien, c'est fluide, c'est assez léger. On est dans du... Ça reste du jeu expert, mais c'est pas extrêmement compliqué. Ça paraît un peu décousu entre les 3 grandes orientations, donc les opus, le plateau et le requiem. C'est pas si vrai que ça, parce que les bonus du requiem sont importants pour la suite, les bonus voyage sont importants pour le reste. Les opus, finalement, c'est quand même ce qui fait beaucoup de points, et leur catégorie va matcher avec les contrats qu'on aura pris au milieu. Voilà, moi j'ai pas envie d'y rejouer à 2, j'ai envie d'y jouer à plus, clairement. Mais ça, j'y rejouerai aussi. Donc c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Voilà, donc sur cette semaine de jeu, je vais rejouer un peu ce soir. Je sais pas ce que je vais faire, je sais pas quand est-ce que je vous en parle, si je vous en parle un jour. Mais en tout cas, c'est bien plaisant, tout un tas de jeux, encore plein de trucs à jouer. Parmi ce que j'ai envie de jouer, que j'ai pas encore fait, bon là c'est ma pile de jeux, mais ce que j'ai acheté moi c'est pas forcément pertinent. Donc j'avais déjà fait Atiwa sur le salon que j'ai vraiment bien aimé, comme Together où j'attends à faire une parce que je trouvais que la partie était trop longue. Et je suis pas sûre que ce soit un ultra coup de cœur, mais je pense que c'est pas mal quand même, en format un peu intermédiaire. Discordia, ça j'ai vraiment bien aimé, c'était un gros coup de cœur avec un côté moteur d'enchaînement. Dans ceux que j'ai pas là, il y a The Wolves que j'ai très envie de tester, donc du contrôle de territoire avec des meutes de loups. Apparemment ça peut être un peu violent, déséquilibré, mais à voir, vraiment j'attends de jouer, j'ai pas du tout joué, j'ai vu que des premiers retours. Il y a Autobahn que j'ai très très envie de jouer, que j'espère jouer très bientôt. Precognition que j'avais joué sur le salon, que j'ai bien aimé. Tribu du vent que j'ai vu, enfin j'ai pas joué mais ça a été joué à côté de moi, ça j'ai envie d'en faire aussi. Je sais plus, après il y en a plein que j'ai envie de jouer, vraiment plein. Endless Winter qu'il faut jouer bientôt. J'ai fait Marrakech, le nouveau Feld que j'ai beaucoup aimé, ça j'en ai déjà parlé sur la chaîne. En format plus léger, Evora que j'ai beaucoup aimé. J'ai récupéré un Stastato qui a plusieurs mois mais que j'ai adoré. Voilà, oui, il faut que je fasse une partie complète aussi à tout prix de Council of Shadows. Et je suis sûre que j'en oublie un ou deux qui sont vachement importants pour moi, que j'ai trop envie de jouer. World Splitter, j'y ai toujours pas joué, c'est un jeu d'une heure et ça a l'air bien. Voilà. Donc plein de jeux à jouer, plein de trucs très cool. Si, j'ai quand même fait une partie d'Aleph Nul en solo, c'est un jeu solo, c'est assez malin sur du deck building et le rythme pour aller dépiler tout son deck. Bon, voilà, j'attends aussi d'y avoir joué plus pour voir. J'ai refait du Faisanerie. Voilà. Je suis sûre que j'oublie de name dropper, enfin de mentionner le nom d'un des super gros jeux que je veux jouer là maintenant tout de suite et que je jouerai peut-être pas avant une semaine. Mais bon, on verra. Dans tous les cas, il y a plein de bons jeux à essayer, plein de bons jeux déjà essayés, plein de jeux à rejouer. Et c'est trop cool comme période. Là, c'est parti pour 2 mois à être dans l'effervescence. Donc ça, c'est très très cool. Bisous à tous!